Et je vais aborder un sujet qui fait l'actualité internationale et qui, même si ça se passe si loin de l'Afrique, concerne l'Afrique. Parce que l'Afrique est toujours, parfois, comme une sorte de piscine où les gens viennent se laver, ou alors viennent puiser du poisson. C'est vrai qu'il y a un proverbe africain qui dit, quand les gorilles se battent, ce sont les branches qui souffrent. Et c'est pour cela que la guerre qui se passe en Ukraine entre la Russie et l'Occident nous interpelle. La réunion qui a eu en Russie entre les dirigeants ukrainiens et russes, ou plutôt entre le ministre des Affaires, les deux ministres des Affaires étrangères, n'a pas pu aboutir à un cessez-le-feu. C'est vrai que la guerre va donc continuer. La guerre est loin de s'arrêter. Et par voie de conséquences, nous allons subir des conséquences. Parlons d'abord de cette guerre. Elle peut être économique, elle pourra donc nous toucher. L'Union européenne, avec les États-Unis, ou alors les pays de l'OTAN, ont décidé ou décrété des sanctions contre Vladimir Poutine. On se disait qu'il va rapidement céder et on se disait que certainement tout était réglé. Mais Vladimir Poutine est en train de démontrer l'équilibre de la terreur. Je ne peux pas être content d'apprendre que, par exemple, un hôpital psychiatrique, pédiatrique, autant pour moi, où une maternité ont été bombardées par l'armée russe. Mais en même temps, je ne pourrais pas non plus oublier que les Occidentaux, parfois, ou souvent, ont souvent bombardé beaucoup de pays à travers le monde entier, fait beaucoup de victimes civiles. C'est la réalité. L'histoire ne s'oublie pas. L'histoire ne se jette pas. On ne réécrit pas l'histoire, on la récite. Avant de revenir sur ce que ça va engendrer comme conséquence à l'Afrique, je viens d'abord sur ce que ça engendre déjà au niveau de l'Europe. Puisque Vladimir Poutine est en train de faire que l'Union européenne et les États-Unis, qui pourtant ont annoncé des sanctions, se retrouvent être sanctionnés. La première des sanctions, c'est que, par exemple, concernant l'embargo maritime et aussi l'embargo des avions russes. Et du coup, l'Union européenne se retrouve coincée dans la mesure où la Russie doit à l'Union européenne 550 avions en leasing. Ils ne peuvent pas décoller et Vladimir Poutine, bien évidemment, lui aussi ne peut pas remettre les avions à l'Union européenne. L'Union européenne lui a demandé de lui remettre ses avions en leasing. Et Vladimir Poutine a dit, de toutes les façons, je ne peux pas remettre des avions, venez les chercher, puisque c'est en leasing. C'est-à-dire que sous forme de location. La première des choses, c'est que les dirigeants de l'Union européenne, comment ils font pour récupérer les avions? Puisqu'il faut aller en Russie. Et quand vous allez en Russie, il faut donc récupérer
Donc, il faut déjà un grand personnel, les équipages, et il faut décoller. Et quand vous décollez de la Russie, vous n'êtes plus un avion russe. Vous êtes déjà un avion occidental. Or, Vladimir Poutine a classé les pays européens comme étant hostiles. Donc, ils ne peuvent pas violer son espace aérien. Voilà là où les Occidentaux sont donc maintenant coincés. Comment faire partir les avions? Lorsque vous-même vous avez décrété le ciel mort, Vladimir Poutine lui aussi dit, vous ne survolez plus mon espace. Voilà l'un des premiers problèmes aujourd'hui. Et au-delà de ça, même si vous récupérez ces avions, vous allez les vendre à qui? Personne n'en veut plus. Et surtout en ces temps de marasme économique. Et du coup, les Occidentaux se retrouvent donc avec des avions actuellement bloqués en Russie. Et quand ils demandent à Poutine de payer, Poutine, bien évidemment, a un autre argument. Vous m'avez exclu du système SWIFT, donc je ne peux plus vous payer. Il faudrait donc faire comment? Donc, les Occidentaux aujourd'hui sont obligés de s'essouffler et de payer même leurs propres amendes. Et leurs avions sont bloqués. Et les sociétés occidentales risquent de faire faillite. Si ça continue ici, puisque les États-Unis, très très malins, peuvent bel et bien aller, ou alors les Chinois, de ce côté-là où se trouve un bon marché, et puis aller déposer. Les Américains auront, bien évidemment, à cœur de pouvoir étouffer des pays comme la France qui construisent des avions. Les avions occidentaux sont bloqués. Et ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, quand on écoute Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, il a déclaré qu'on ne pouvait pas faire une guerre contre la Russie, mais surtout qu'il ne fallait pas décréter l'embargo sur le gaz russe, le pétrole russe, le charbon russe, bref. Vous décidez de punir quelqu'un et vous dites que non, on ne peut plus parce que, effectivement, aujourd'hui, l'Union européenne se retrouve face à ces contradictions. À savoir que si jamais ils disent, nous ne prenons plus le gaz. Première des choses, nous n'avons pas assez de réserves. Puisque le chef de la diplomatie de l'Union européenne nous a dit aujourd'hui, ou nous dit maintenant que dans nos maisons-ci, il faut qu'on diminue la consommation du gaz. Parce qu'il faut rappeler que l'Union européenne, dont là où nous sommes, prend 40% de son gaz en Russie. 40%. Sans pourtant oublier le pétrole, qui aussi a eu presque à 30%, et sans oublier que même si on nous demande de nous chauffer au charbon, parce que nous on a l'hiver ici. Mais le problème c'est que l'Union européenne prend 47% de son charbon en Russie. On va faire comment? Donc nous voici, on est fini. C'est ça la réalité. Et quand on se retrouve donc devant toutes ces contradictions, cette asphyxie, l'Union européenne dit que bon, on est en train de vouloir construire en Allemagne, par exemple, pour essayer d'avoir le gaz, mais sauf que l'Allemagne dépend totalement du gaz de la Russie. Et certains pays de l'Europe occidentale, à 75%, dépendent du gaz. L'économie d'ici, l'entreprise d'ici, tout tourne autour du gaz.
s'il n'y a pas de gaz, s'il n'y a pas de l'énergie, on est fini. Donc, Poutine aujourd'hui, lui tient même encore les Occidentaux par le bas. Puisque, justement, il a décidé de construire, bien sûr, des gazoducs avec une possibilité de 50 milliards de mètres cubes par an. Je vous ai dit ça. Pendant ce temps, les Occidentaux disent que pour qu'ils ne soient pas dépendants de la Russie, il faudrait au moins que ce soit jusqu'en 2030. Entre-temps, le prix du gaz, qui pourra payer? Le comble dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on essaie de regarder, ne serait-ce que les prix du pétrole, le baril qui a flambé à plus de 124 $. C'est-à-dire que depuis 2011, ou plutôt depuis 2014, on n'avait jamais dépassé les 100 $. Mais aujourd'hui, c'est très grave. On se retrouve donc devant un souci où justement les Occidentaux sont obligés d'aller revoir leurs anciens ennemis. C'est-à-dire que le Venezuela, mais pour les fournir, ce sont les Américains qui vont là-bas. Mais vous avez dit que vous punissez le Venezuela. Et maintenant vous repartez négocier le pétrole du Venezuela. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que quand Macron parle, et certains dirigeants d'ici, ils n'ont pas une longue vision. Ils réfléchissent à courte vue. Dans la mesure où les États-Unis peuvent se passer, bien sûr, du gaz qui peuvent venir à gauche et à droite. Et au-delà de ça, ils se disent que ils peuvent être ravitaillés par les États-Unis avec le gaz de schiste. Or, le gaz de schiste, aujourd'hui, depuis que la guerre a commencé, les prix ont triplé. Les États-Unis, comment vont-ils faire pour donc ravitailler? Donc, en tout cas, ils vont se faire de bonnes affaires. Ce sont leurs poches qui vont gonfler. Comme j'ai dit justement, au niveau des compagnies aériennes, leurs avions, ils vont livrer des marches. Ils vont livrer, vendre leurs avions partout. Mais l'Union européenne, qui ne comprend rien, est partie maintenant encore pour négocier le pétrole où? En Algérie. Il faut savoir que le Venezuela s'entend super bien avec Poutine. Donc tu vas négocier chez ton ennemi. Et maintenant ils vont en Algérie pour demander à l'Algérie de leur livrer du gaz. Oui, certes, l'Algérie produit du gaz, mais ce n'est pas de manière conséquente qu'ils peuvent livrer l'Europe. Et lorsqu'on essaie de voir autre chose, où la France, ou l'Allemagne, ou l'Italie, ou même espère recevoir du gaz, ou des produits pétroliers, mais il faudrait le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que le gaz qui viendra du Qatar doit passer par là. Et, comme j'ai dit, Ormuz, qui contrôle ça, le détroit, c'est la Turquie, l'Iran. Vous voyez ça? Goulot d'étranglement. L'Afrique aurait pu bénéficier en ce moment, peut-être, du fait qu'il y a une crise, pour essayer aussi de placer ces produits pétroliers. Mais qu'est-ce que l'Union européenne nous dit maintenant? Eh bien, on apprend qu'ils ont décidé ne plus financer ou subventionner ou bien accorder ce qu'ils apportent souvent comme aide aux énergies fossiles, donc au pétrole. Ils demandent maintenant aux Africains, alors qu'on a besoin de produire le pétrole actuellement. Et ils ont
ont demandé à l'OPEP, produisez plus, produisez plus. L'OPEP a dit, nous on ne produit pas plus. On va plutôt élever les prix. Ils arrivent maintenant en Afrique, 40 pays qui devraient financer souvent, ou qui financent souvent ça, ils disent qu'ils ne financent plus les énergies sales, les énergies fossiles. Il faut que les Africains arrêtent le pétrole. Vous voyez ça? Comment est-ce qu'on va faire? Donc, ils nous punissent sous prétexte que c'est les énergies sales et qu'au niveau du COP26, ils avaient décidé que maintenant, en 2022, ils ne vont plus continuer à donner de l'argent. On étrangle l'Afrique, même quand l'Afrique cherche à décoller, à pouvoir aussi profiter de quelque chose ou d'une quelconque situation. En temps de guerre, il y a des pertes, mais il y a aussi des gens qui gagnent. Ils préfèrent aller négocier au Venezuela, négocier à tel ou tel endroit, mais avec l'Afrique, on dit non, non, nous, on n'est plus là-dedans. Hein. Vous comprenez ça? Voilà les gens qui disent qu'ils nous aiment, nous aident. Un pays comme le Nigeria. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils se sont dit que suite à ce qui s'est passé à l'Assemblée générale de l'ONU, les pays africains n'ont pas soutenu les Européens ou les Occidentaux dans la décision finale de condamner la Russie. Ils se sont dit qu'ils sont trahis. Donc, il faut frapper les pays africains au niveau de leur portefeuille, de leur porte-monnaie. Un pays comme le Nigeria a quand même des réserves de pétrole de 30 milliards qui sont prouvées. Comment le Nigeria va faire? Comment le Ghana va faire? Comment la Guinée équatoriale va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Juste parce que il faudrait qu'on s'aligne derrière les Occidentaux qui trouvent qu'ils ont trop donné à l'Afrique et que l'Africain est ingrat. La réalité est là. C'est que parfois je ne suis pas d'accord avec certains panafricains ou panafricanistes, mais la réalité est que les Occidentaux aujourd'hui disent ne pas être soutenus par les Africains, mais ils oublient une chose. Ils ont des antécédents avec les pays africains qui non seulement, depuis 1961, ont choisi le non-alignement, mais au-delà de ça, entretiennent des relations étroites aussi avec la Russie. N'oublions pas que la Russie, quoi qu'on dise, a lutté, a contribué à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. On ne peut pas l'oublier. Ils ont été ceux-là qui, comme au Mozambique, comme en Angola, comme au Cap-Vert, les Russes ont été contre la colonisation. Et ça, les Africains ne l'ont pas oublié. Et les Africains n'oublient non plus que les Occidentaux sont venus, ont tué Kadhafi, ont détruit la Libye, et qu'aujourd'hui, ils sont en proie à ce qu'on peut appeler le terrorisme qui ravage tout le continent. C'est à cause de cette destruction de la Libye qu'ils se retrouvent là. Comment peut-on dire aux États africains de prendre un côté dans la mesure où ils sont en train de regarder la réalité? Aujourd'hui, certes, beaucoup de pays africains peuvent se dire non alignés, mais certains ont pris position avant de reculer. Même l'Afrique du Sud a condamné au départ l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Mais l'Afrique du Sud s'est rétractée parce que l'Afrique du Sud entretient de très grands liens économiques avec aujourd'hui la Russie. Il faut savoir que ce soit les pommes et ceci et cela, eh bien, elles les exportent. Et aussi les pays africains sont en train de regarder ce qui est en train de se passer au niveau de leur consommation et aussi au niveau de leur sécurité. Il faut savoir qu'au niveau de la sécurité actuellement, beaucoup de pays africains ont signé des contrats, des conventions, des accords militaires
avec la Russie, qui est en train de vouloir aussi installer les bases militaires, de les multiplier en Afrique. Il faut savoir également que sur le plan même stratégique, la Russie a commencé à réfléchir avec, bien sûr, l'école africaine qui est un peu reconnue par l'Académie scientifique des sciences de Russie. Donc, et beaucoup d'Africains, ils vont soutenir des thèses. Et au-delà de tout ça, comme j'ai dit, le plus important, c'est le manger. C'est le manger. Qu'est-ce que les Africains consomment aujourd'hui? La réalité est que lorsqu'on voit les échanges commerciaux entre la Russie, l'Ukraine et l'Afrique, eh bien, on se rend compte que pendant tout simplement l'année 2020, on va se rendre compte que la Russie a exporté en Afrique pour 4 milliards de dollars. Je n'ai pas dit francs CFA. 4 milliards de dollars de produits agricoles. Je ne prends que les produits agricoles. 4 milliards. Et ça représente quoi? Ça représente, par exemple, du blé. Et puis, ça représente l'huile de tournesol. On se rend compte également que l'Ukraine a exporté vers l'Afrique pour exactement 2,9 milliards, donc 3 milliards de dollars. Rien qu'en produits agricoles. Et ça concerne quoi? Vous avez toujours le blé. La Russie, c'est 90% du blé en Afrique. Et maintenant, l'Ukraine aussi a exporté le blé en direction de l'Afrique, sans pour autant oublier 35% de maïs, sans oublier l'huile de tournesol, sans oublier l'orge, l'huile d'orge. C'est beaucoup. En ce moment où les denrées alimentaires deviennent hyper chères, si la Russie coupe actuellement le cordon pour nourrir l'Afrique, il y aura immédiatement des émeutes. Les dirigeants africains, donc même Macky Sall qui est trop pro-français, ayant compris cela, a su qu'on ne va pas seulement manger le tramway ou bien ceci et cela qu'on nous propose là. Il faut bien savoir là où ça se joue aujourd'hui, puisque même les pays européens eux-mêmes importent beaucoup de choses, comme justement le blé de l'Ukraine, de la Russie. Et voilà où ça se joue. Venir donc punir les Africains aujourd'hui, que parce qu'ils ont soutenu, encore que les Africains n'ont pas véritablement soutenu. Beaucoup n'ont pas voté, beaucoup ont déclaré qu'ils étaient neutres, beaucoup ne sont même pas allés dans la salle, comme le Cameroun, même l'Afrique du Sud n'est pas allé, pour essayer de jouer à la neutralité. Et vouloir absolument les mettre dans le conflit, non. Les Occidentaux ne doivent pas mettre les Africains dans ce conflit où eux-mêmes, ils sont en train de jouer leur survie. Et combien de fois les Africains aujourd'hui ne peuvent pas se montrer à la remorque des anciennes puissances coloniales sous prétexte que c'est la solidarité ou bien parce qu'ils ont donné leur développement. Ceux qui refusent aujourd'hui de financer les recherches ou bien l'extraction du pétrole, ils se disent que non, c'est parce que nous voulons la transition écologique. What? Transition écologique, voilà ce que les Occidentaux disent. Le réchauffement climatique est provoqué par les Occidentaux et non par les Africains. Les Occidentaux, c'est eux qui provoquent le réchauffement climatique. Et ils viennent maintenant accuser les Africains. Les Africains ne mettent que 3,9% du CO2 dans le monde. Comment vous pouvez les punir? Et si vous me demandez aujourd'hui aux Africains que non, on passe maintenant
aux nouvelles énergies renouvelables, ne prenez plus votre pétrole, on n'en a pas, c'est pas... Mais comment est-ce qu'on va faire avec les 600 millions d'Africains qui vivent dans l'obscurité? 600 millions. Comment on va faire pour nourrir 67% d'Africains qui vivent dans la pauvreté? Quand on est ami de quelqu'un, on ne peut pas le punir dans les moments de difficulté. Aujourd'hui, on apprend que les États-Unis, on apprend que le Royaume-Uni, la Banque africaine, la banque, enfin, l'aide, qu'est-ce qu'on appelle là? L'aide française au développement, qui ne peuvent plus financer l'extraction du pétrole en Afrique, mais veulent aller financer ça ailleurs. Ce sera peut-être leur malheur.